Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine, sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, cherche à réunir ses alliés en Asie et Océanie pour contrer la Chine. Record, 300 000 durians vendus en moins d'une heure lors d'une vente en ligne en Chine. Covid-19, tirer la chasse d'eau des toilettes peut contribuer à propager le virus. Voya Island, un concept car chinois 100% électrique signé Ital Design. Genshin Impact, le plus grand lancement mondial d'un jeu vidéo chinois. Pour finir ce journal, nous nous rendrons au centre-ouest de la Chine, dans l'une des villes les plus dynamiques du pays. Panda géant et paradis pour les gourmands, nous irons à Chengdu. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu mardi à Tokyo pour rencontrer les représentants du Japon, de l'Australie et de l'Inde, ses plus proches alliés en Asie et Océanie, afin de s'assurer de leur soutien contre l'influence croissante de la Chine dans la région que les États-Unis considèrent comme un danger. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu mardi à Tokyo pour rencontrer les représentants du Japon, de l'Australie et de l'Inde, ses plus proches alliés en Asie et Océanie, afin de s'assurer de leur soutien contre l'influence croissante de la Chine dans la région que les États-Unis considèrent comme un danger. Mike Pompeo devait également se rendre en Mongolie et en Corée du Sud, mais son voyage a été écourté après que le président Donald Trump a été testé positif au Covid-19. Ce voyage, le premier de Mike Pompeo en Asie de l'Est depuis juillet 2019, intervient alors que les relations entre Washington et Pékin sont particulièrement tendues. Cette visite d'un jour comprend une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad qui réunit 4 puissances de la région Indo-Pacifique, l'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon. S'exprimant au début de la réunion, Mike Pompeo a déclaré qu'il était plus important que jamais que les 4 alliés régionaux collaborent contre l'exploitation, la coercition et la corruption du Parti communiste chinois selon les mots de Mike Pompeo. Le secrétaire d'État américain avait auparavant discuté avec son homologue australienne, Marise Payne, de leurs inquiétudes concernant l'activité de la Chine dans la région. Si Washington cherche à rallier ses alliés en Asie et Océanie contre Pékin, les analystes estiment que ces nations chercheront à éviter toute confrontation directe avec leurs voisins pour des raisons économiques. Le communiqué de Marise Payne, publié après sa rencontre avec Mike Pompeo, ne fait ainsi aucune mention de la Chine. Le secrétaire d'État américain s'est également entretenu avec le nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga, avec lequel il a convenu que la situation dans la région était de plus en plus préoccupante. Il est peu probable toutefois que la réunion du Quad débouche sur un plan d'action spécifique. Un record de 300 000 durians Musang King ont été vendus en moins d'une heure lors d'une vente flash en ligne en Chine. Ce fruit exotique, connu pour son odeur nauséabonde qu'il dégage lorsqu'il est découpé, est très apprécié des Chinois. La Chine a importé l'an dernier 600 000 tonnes de durian pour une valeur totale de 1,44 milliard d'euros. La vente de lundi faisait partie du Festival du durian en ligne Chine-Malaisie 2020 dans la ville chinoise de Quinzhou. Pesant environ 60 tonnes au total, les durians se sont vendus en exactement 50 minutes et 48 secondes avec des ventes enregistrées d'une valeur d'environ 61,2 millions de ringgit malais, 12,4 millions d'euros. Les ventes de fruits ont été annoncées lors du lancement du Festival du durian qui s'est déroulé en ligne à partir de 3 sites. L'envoyé spécial du Premier ministre en Chine, Chiang King-sing, s'est dit convaincu que l'exportation de durian malaisien vers la Chine contribuerait à terme au commerce bilatéral entre les deux pays. Selon les statistiques, la Chine a importé 600 000 tonnes de durian d'une valeur de 1,44 milliard d'euros l'an dernier, dont 7 700 tonnes d'une valeur de 56 millions d'euros en provenance de Malaisie. Lors de l'événement à Kuala Lumpur, le directeur du Conseil des affaires Malaisie-Chine, Datung Fong Changyong, a déclaré lors d'un discours que malgré l'épidémie de Covid-19, il pense que la demande de durian malaisien ne sera pas menacée. Il a poursuivi en expliquant qu'il devait continuer à augmenter ses chiffres au profit des deux pays en termes d'économie et de partage des ressources, de la culture et des connaissances.
La Chine a importé 3200 tonnes de pâtes de durian congelées de Malaisie pour un montant de 34 millions d'euros en 2018. Le vice-président du parc industriel Chine-Malaisie de Quinso, Datuk Ben Hong Kong, a déclaré qu'il explorait la possibilité de créer un hub malaisien pour le durian dans la zone industrielle. Il a déclaré que le hub couvrirait tout, de la chaîne d'approvisionnement, de la logistique, du traitement, de l'industrie en aval à un bazar permanent de durian. Il a conclu en expliquant que d'après leurs recherches, seuls 3% environ de la population chinoise avaient essayé les durians de Malaisie. Il croit fermement que le durian peut être une grande exportation pour son pays, en ajoutant qu'avec un soutien ferme du gouvernement, il pourrait envisager une taille de marché pouvant atteindre 1 milliard de dollars américains. La chasse d'eau des toilettes pourrait se révéler plus dangereuse que ce que l'on pensait. Des physiciens chinois de l'université du Sud-Est à Nankin ont montré que tirer la chasse des WC sans baisser l'abattant peut contribuer à la propagation de bactéries et de virus dans l'air à plus d'1 mètre de hauteur. Des chercheurs chinois de l'université de Yanzhou ont étudié le risque de contamination au coronavirus que représentent les toilettes et plus particulièrement la chasse d'eau. Quand elle est actionnée, l'eau déversée dans la cuvette peut éventuellement créer des minuscules gouttelettes. C'est d'ailleurs pour cette raison que les scientifiques avertissaient déjà avant la pandémie de Covid-19 de fermer l'abattant avant de tirer la chasse d'eau. L'étude scientifique a été publiée dans le journal Physics of Fluids. Les chercheurs y expliquent que de récentes études ont prouvé la capacité du virus à survivre dans le système gastro-intestinal humain. Ainsi, des traces de Covid-19 ont été retrouvées dans les selles de personnes infectées, d'où l'inquiétude face aux toilettes et aux chasses d'eau. Ils ont donc utilisé une simulation informatique pour comprendre et analyser le risque de contamination des toilettes. Les résultats de l'étude ne sont pas très rassurants. Les chercheurs ont déclaré qu'entre 40 et 60% des particules remontent plus haut que le siège des toilettes, entraînant une propagation à grande échelle du virus. L'eau déversée dans la cuvette d'un côté va se heurter contre le côté opposé en créant des tourbillons. Ces derniers remontent alors vers le haut jusqu'à dépasser la cuvette des toilettes et se retrouver en suspension dans l'air. Ils peuvent atteindre presque 1 mètre de hauteur. Le problème est que les particules peuvent être inhalées par d'autres personnes puisqu'elles restent en suspension pendant un peu plus d'1 minute. Elles peuvent même se déposer sur la surface du lavabo ou de la serviette par exemple. Le danger réside principalement dans les toilettes publiques. Elles sont en effet très fréquentées et certaines n'ont même pas d'abattant. Une solution simple permet cependant d'empêcher les tourbillons de particules virales de se propager dans l'air. Il suffit de baisser complètement l'abattant avant de tirer la chasse d'eau. Il est important de préciser que les chercheurs n'ont pas encore pu calculer le degré de contamination lorsque quelqu'un inhale ces gouttelettes. Rien ne prouve qu'une personne saine peut être infectée en respirant les particules virales émises par la chasse d'eau des toilettes. Le village de Gejia, dans le comté de Ningrai à Ningpo, dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine, a pris un tout nouveau look après un projet de rénovation rurale. Le village vieux de 1200 ans est maintenant devenu une attraction touristique populaire qui reçoit plus de 30 000 touristes chaque année. Le comté de Ning'ai a lancé une campagne en 2019 pour promouvoir le rôle de l'art dans la revitalisation rurale qui a attiré un certain nombre de professeurs d'art et d'étudiants dans le comté. L'art a joué un rôle important dans le programme de revitalisation rurale du pays. Les villageois locaux ont été encouragés à rénover leur environnement en utilisant l'art. Presque tout le décor du village a été réalisé par les habitants eux-mêmes. Aujourd'hui, le village est devenu une destination touristique rurale populaire. Cela amplifie les efforts déployés par les autorités locales dans la revitalisation rurale. Le succès du village de Gejia a attiré de nombreux autres villages qui voulaient apprendre de son expérience, notamment le village de Jingwang dans le comté du Qinglong, dans la province du Guizhou au sud-ouest de la Chine. Dans le cadre d'un système de jumelage Est-Ouest pour la réduction de la pauvreté lancé en 1996, le comté de Ning'ai s'est associé au comté de Qinglong pendant 24 ans pour l'aider à lutter contre la pauvreté. Afin d'aider le village, 13 villageois du village de Gejia se sont rendus spontanément à Jingwang à leurs frais. Ils ont élaboré un plan de rénovation pour le village, aidant les habitants à nettoyer l'environnement et leur ont demandé de repenser le village en fonction des conditions locales et de leur propre expérience. L'art est comme un moteur qui déclenche l'initiative des gens et une communauté agréable a non seulement un bel environnement, mais aussi des sourires sur le visage de tous, a déclaré Arthur Rega, un docteur en philosophie de Pologne, après avoir visité le village de Gejia.
Maintenant, l'endroit où vous vivez peut être encore plus agréable, peut être encore meilleur, peut être encore plus agréable à vivre. La plupart des gens réagiront positivement. Je crois qu'utiliser l'art comme une sorte de moteur qui déclenche l'activité des gens est une idée extrêmement intelligente. Cela ne divise pas les gens, donc les gens peuvent travailler ensemble, ils peuvent coopérer, tout le monde peut être un artiste d'une certaine manière. Ils n'ont qu'à se faire concurrence, ils peuvent se soutenir mutuellement. C'est possible ici parce qu'ils le font eux-mêmes. S'ils le font eux-mêmes, ils s'en chargeront. Les Chinois sont actuellement en vacances de la fête nationale. Elles ont commencé le 1er octobre et se termineront le 8 octobre. Durant cette période, les Chinois en profitent pour se retrouver en famille et voyager à l'intérieur du pays. À Beijing, les autorités ont indiqué que les parcs ont accueilli 4,78 millions de visiteurs au cours des 4 premiers jours de la fête nationale. Cette année, la fête nationale d'une semaine a coïncidé avec la fête de la mi-automne, prolongeant ainsi les vacances à 8 jours. Les sites touristiques de la capitale ont fait passer leur limite quotidienne de 50 à 75% de leur capacité maximale pendant ces vacances de 8 jours, conformément à une directive visant à accélérer la reprise du tourisme intérieur publiée par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme au début de ce mois. Les autorités de Beijing ont renforcé les mesures de prévention et de contrôle épidémique durant cette période. Annoncée il y a quelques mois, la nouvelle marque chinoise haut de gamme de Dongfeng, Voya, a effectué ses débuts publics au salon de Beijing. Une toute nouvelle marque chinoise et une maison de design italienne de renommée mondiale. Voilà deux ingrédients qui, ensemble, créent une très belle voiture électrique. Voici la Voya Highland. La genèse d'une nouvelle marque chinoise dans le paysage des véhicules premium dits propres. Voya a beau être une nouvelle marque premium chinoise, dépendante du grand groupe Dongfeng Motor Corporation, son premier modèle, Highland, reste en majorité italien. Cette grande berline futuriste a en effet été développée de A à Z par Ital Design, qui s'est non seulement occupé de lui offrir un design extérieur élégant, mais qui s'est aussi chargé de l'habitacle. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Voya a également délégué le développement technologique et la construction même du concept car à la firme italienne. Seule la plateforme électrique ESA, Electric Smart and Secure Architecture, sur laquelle l'Highland a été construit, fut fournie par Dongfeng à Ital Design. Les Italiens sont connus pour la justesse de leurs traits quand il s'agit de dessiner une belle voiture. Les studios de design les plus reconnus portant haut les couleurs vert, blanc et rouge pour leur mère patrie. Les designers se sont concentrés sur la création d'un véhicule racé, bas et aérodynamique en s'inspirant directement des plus belles GT européennes. L'originalité et la part de rêve qui caractérisent tout concept car n'a pas été oublié avec le développement d'immenses portières papillons qui s'ouvrent largement sur l'ensemble de l'habitacle, éliminant ainsi toute trace de pilier central. Les signatures lumineuses avant et arrière, constituées de LED évidemment, sont plutôt élégantes. Le bandeau de LED à l'avant prend sa source au niveau des projecteurs de chaque côté et se prolonge vers le centre de la calandre où trône un logo lumineux de la marque. De 3/4 arrière, on verrait même dans l'association de la ligne du haillon et du bandeau arrière un petit air de Porsche, une comparaison plutôt gratifiante pour l'Highland. Dans l'habitacle, aux accents technologiques et futuristes, 3 sièges respirant le confort prennent place, tandis que le siège passager avant est remplacé par un immense repose-pied rembourré. Le tableau de bord est quant à lui caractérisé par une série d'écrans flottants dédiés au système d'aide à la conduite et d'infodivertissement. La très bonne qualité de finition apparente du concept car et le soin porté au détail donnent une impression de grand luxe au sein de cette berline plutôt réussie. La Voya Highland préfigure ce que sera le premier modèle de la marque chinoise dans un avenir proche. Pas d'écran, pas d'ondes, mais de l'électronique pour permettre aux enfants d'écouter des histoires en choisissant leur univers, personnages et objets. Déjà vendue à 600 000 exemplaires, la fabrique à histoire de la start-up Luni n'est désormais plus fabriquée en Chine, mais à Bayonne en France, dans les locaux de BMS Circuits. Le concept Luni est bien particulier. Pas d'écran, pas d'ondes, mais de l'électronique pour permettre aux enfants d'écouter des histoires en choisissant leur univers, personnages et objets. Après 6 ans d'existence, 600 000 boîtiers vendus et un chiffre d'affaires qui devrait se situer entre 16 et 19 millions d'euros cette année, ma fabrique à histoire, à qui on doit la petite boîte à histoire Luni, a fait le choix de relocaliser sa production en France, à Bayonne. Au départ, les 4 fondateurs désiraient ancrer leur production en France, mais face au peu de soutien apporté par leur pays et au prix très élevé des usines françaises, ils se sont tournés vers la Chine. En Chine,
Les choses ont été plus flexibles et la main-d'œuvre y est moins chère. Mais c'est surtout le caractère humain de la fabrication qui a fait la différence au début de l'Uni, car la production était faite dans une petite usine familiale où tout est fabriqué à la main, ce qui permet de changer une ligne de production rapidement. En France, l'entreprise avait constaté que l'industrie était trop automatisée pour leurs projets de l'époque. Si l'Uni a pu revenir dans l'Hexagone, c'est parce qu'elle bénéficie d'une ligne automatisée élaborée uniquement pour elle, ce qui permet de réduire la main-d'œuvre. En contrepartie, l'entreprise a dû revoir légèrement le design interne. Igor Kringbarg, cofondateur de l'Uni, explique que la production sera un peu plus chère que s'ils étaient restés en Chine, mais assure également que cela n'aura pas d'impact sur le prix de ma fabrique à histoire. Plus fort que le TikTok chinois et obtenant plus de vues sur la plateforme de streaming Twitch que le jeu vidéo Fortnite le jour de son lancement, le jeu d'aventure d'action gratuit Genshin Impact marque le plus grand lancement international d'un jeu vidéo chinois de l'histoire. 17 millions de téléchargements sur mobile en seulement 4 jours. C'est le succès fou que connaît Genshin Impact et sans compter les téléchargements PC et PS4. Le 28 septembre dernier a eu lieu le lancement international de ce jeu, développé et édité par le développeur chinois MiHoYo. Le jeu, inspiré selon ses concepteurs par Zelda, Breath of the Wild et Grand Theft Auto, est disponible sur iOS, Android, PlayStation 4 et PC. Le lancement du jeu, annoncé fin 2017 et attendu par les joueurs du monde entier, a été un succès fulgurant, le propulsant d'emblée parmi les jeux et les applications les plus téléchargés des 2 stores concurrents. Quelques heures à peine après son lancement, le jeu comptait plus de 110 000 spectateurs simultanés sur la plateforme de diffusion en direct Twitch, ce qui le rend plus populaire que le jeu de bataille royale d'Epic Games pour la journée. Genshin Impact est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert qui permet aux utilisateurs de jouer en tant que jeunes guerriers magiques traversant un monde post-apocalyptique. Avec ses graphismes de type animé et conte de fées, le jeu se positionne pour plaire aux joueurs de tout âge. Ce type de lancement montre les prouesses techniques et marketing croissantes de la Chine dans le domaine des jeux vidéo. Lancer un jeu sur plusieurs plateformes, non seulement en Chine, mais également dans le monde, souligne l'ambition des principaux développeurs chinois de toucher un public mondial. Depuis son lancement le 28 septembre 2020 par MiHoYo Limit, Genshin Impact a généré jusqu'à présent plus de 17 millions de téléchargements sur iOS et Android. Le 30 septembre 2020, elle était d'ailleurs l'application la plus téléchargée, toutes catégories confondues dans le monde sur iOS et Android. Genshin Impact est déjà la 2e application la plus rentable de l'App Store d'Apple en Chine, devant l'application de courtes vidéos chinois de ByteDance Douyin. Selon App Annie, au 1er octobre, Genshin Impact a atteint la première place du classement général des téléchargements au Japon, à Hong Kong, à Macao, en Corée du Sud et à Taïwan, tant sur l'App Store d'iOS que sur le Play Store. Il a également atteint la première place pour le téléchargement global sur l'App Store en Chine continentale. Sur l'App Store d'Apple, Genshin Impact a atteint le top 5 des téléchargements de jeux dans au moins 74 pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, le Brésil et d'innombrables autres pays. Pareil sur Google Play, il a atteint le top 5 des téléchargements des jeux dans au moins 33 pays, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Mexique, le Brésil et encore de nombreux autres pays. Et c'est déjà l'heure de nous rendre au centre-ouest de la Chine, à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, la ville natale des pandas géants et un paradis pour les gourmands. Alors qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on peut visiter à Chengdu? Les réponses sont dans ce reportage signé CGTN. Chengdu est devenue une des villes touristiques les plus populaires de Chine. Située dans la province du Sichuan, cet endroit est le berceau des pandas et c'est également la ville où habitent mes parents. Oh là là, qu'est-ce que j'en suis fière! Chengdu est connue comme étant la ville du paradis. Vous imaginez à quel point les gens sont amoureux. Qu'est-ce qu'on mange à Chengdu? Qu'est-ce qu'on peut visiter? Ok, bon, je te réponds en premier. Chengdu, c'est le paradis des gourmands, où on sert, paraît-il, une des meilleures fondues chinoises. Oh, regarde cette fondue! Il faut préciser que la fondue du Sichuan est différente de la fondue de Beijing. Celle du Sichuan est surtout épicée. Dans la fondue, il faut tout d'abord faire cuire la viande et les légumes. Ensuite, il faut tremper les aliments dans un plat d'huile de sésame. L'huile de sésame soulage non seulement l'irritation des piments sur la langue, mais rajoute aussi du parfum. La fondue du Sichuan a beaucoup de succès auprès des habitants. Elle est indispensable pour les festivals, les fêtes et même les rendez-vous entre amoureux.
Vous devez à tout prix goûter ce plat incontournable lorsque vous serez de passage à Chengdu. Oh, quoi d'autre que la fondue? En plus de la fondue, il existe de nombreux plats du Sichuan. La cuisine du Sichuan est l'une des 4 cuisines traditionnelles chinoises. Regardons ensemble. Ce sont tous des plats épicés, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais si je ne mange pas épicé? C'est parce que Chengdu est un endroit humide et on peut combattre ça en mangeant des aliments épicés. Mais si vous ne mangez pas épicé, il existe de nombreux plats non épicés à Chengdu. Oh, très bien! Où est-ce que je peux trouver tout ça? Je te propose la rue des snacks Jinli et l'allée Quanjai. On peut tout trouver là-bas. C'est à mon tour. Je sais seulement qu'il y a des pandas à Chengdu, mais où est-ce que je peux voir des pandas? Chengdu possède tout ce qu'il faut. Des centres commerciaux animés modernes avec les dernières tendances, ainsi que des bâtiments culturels traditionnels chinois. Bien sûr, les pandas, c'est incontournable. Allez visiter le centre de recherche de la ville sur les pandas géants. C'est un bon choix. Vous pouvez également voir des bébés pandas et mieux les connaître. Et quoi d'autre d'intéressant? Chengdu comprend de nombreuses villes anciennes et des bâtiments uniques dans les environs. Salut! Par exemple, je suis récemment allée à la seigneurie de Liushi. Voici un style architectural typique du Sichuan, couvrant une superficie de 70 000 m², avec de beaux paysages. Pas mal! Et en plus, vous pouvez visiter le système d'irrigation de Dujiangyan, le temple Wurou et la maison de Dufu. Si je suis fatiguée après la visite, est-ce qu'il y a un endroit pour que je puisse me détendre? Bien sûr, les gens ici sont très divertissants. Il y a beaucoup de salons de thé ici. Je vous suggère d'aller boire du thé en regardant un opéra du Sichuan et en admirant un spectacle de changement de masque. C'est incroyable! Il y a aussi des salles de mahjong partout. Vous savez que les gens de Chengdu adorent jouer au mahjong. Vous pouvez imaginer vous prélasser au soleil, boire du thé, écouter de la musique et jouer au mahjong. C'est la belle vie. Génial! Merci! Je vous en prie. Bienvenue à Chengdu. Ciao! Ciao! Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour continuer à suivre l'actualité, rendez-vous sur mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.